Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau 30 minutes avec. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Anthony Sauter. On va te laisser te présenter. Donc aujourd'hui, on co-anime avec Antoine Tanet. Antoine Tané, donc neuropsychologue, directeur de la pédagogie chez Octopus. Et bonjour à tout le monde. Et Bonjour donc, Anthony. moi, je suis Marie Baduel, orthophoniste et neuropsychologue et ingénieure pédagogique chez Octopus. Petit rappel du déroulement, donc 30 minutes de présentation. Euh, Pendant ces 30 minutes, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions dans le chat et on pourra les relayer ensuite pour les 30 minutes suivantes. Anthony, c'est à toi. Merci. Merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui pour parler d'un sujet effectivement un peu épineux, donc être et ne pas être, donc cette ambivalence qu'ont les professionnels du TND dans leur identité professionnelle du fait de nombreuses recommandations de la transformation du système de santé. Donc, je vais me présenter effectivement. Donc, moi, je suis psychomotricien de formation initiale et actuellement, donc, je travaille en tant que coordinateur de parcours de santé de soins et aussi dans les coopérations diagnostiques, également responsable de qualité des accompagnements au sein d'une association où il y a un IME et un CESAD qui accompagnent des personnes qui présentent des troubles du neurodéveloppement. Donc, à côté de ça, je suis encore associé à un labo INSERM sur le neurodéveloppement et les troubles des apprentissages pour encore quelques mois. Et je vais vous en parler. J'ai des actions de représentation, de conseil, car donc auprès du ministère de la Santé et des ministères sociaux, donc je suis haut conseiller dans les professions paramédicales qui visent à amender sur certaines réglementations. Et à côté de ça, donc, je suis représentant au Conseil national professionnel des psychomotriciens, dont je vais vous parler d'ailleurs, par ça a un impact assez important dans les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Et c'est d'ailleurs, on le verra après, peut-être un des angles morts qu'il y a actuellement. Donc, vous parlez du contexte. Actuellement, donc, transformation de l'offre et du système de santé. Depuis 2019, avec certaines lois sur cette transformation de l'offre et l'évolution de certaines politiques publiques. Donc, vous connaissez la stratégie TND, euh, tout ce qui est autour du numérique en santé qui permet les interopérabilités entre les différents secteurs. Et puis, tout ce qui est de l'ordre des démarches qualité dans les établissements et services médico-sociaux. En dehors de ça, les projets des conférences nationales du handicap sur le modèle Séraphin, des recommandations qui vont bientôt sortir par la Haute Autorité de Santé sur le TDAH pour les bonnes pratiques professionnelles, sur le TSA également, mais aussi sur l'établissement des projets personnalisés d'accompagnement et qui va traiter de la question de l'évaluation du besoin et de la coopération interprofessionnelle, ce qui va être justement l'un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, de nombreuses recommandations à destination des professionnels d'accompagnement et une grosse augmentation du champ d'action de la Haute Autorité de Santé. Donc, aujourd'hui, notre problématique professionnelle, elle va être la suivante. Comment les professionnels de l'accompagnement de la personne qui présente un TND arrivent à se saisir de ces pratiques professionnelles recommandées, mais aussi à circonscrire le champ d'action de chacun. En somme, qui fait quoi? On ne peut pas faire l'impasse dans un premier temps, donc je vais vous parler de la Haute Autorité de Santé et de vous expliquer un petit peu comment sont faites ces recommandations parce que ça va nous permettre d'en voir les limites, mais aussi les leviers. Donc, qu'est-ce que c'est que la Haute Autorité de Santé? Une autorité publique indépendante, elle est indépendante des pouvoirs étatiques et elle a un caractère scientifique et elle prend en compte la santé d'un point de vue biopsychosocial, comme l'OMS le définissait déjà depuis 1948 dans sa globalité, mais aussi dans sa question de l'éducation à la santé, de la promotion de la santé et de la prévention. Et donc, depuis 2018, donc, il y a eu l'abolition d'une autre agence qui s'appelait l'ANESM, et le fait qu'entre 2018 et 2019, la HAS a étendu son champ d'action et s'étend maintenant au social et au médico-social. Et ça, c'est pas anodin parce que vous avez des professionnels d'accompagnement qui ont été formés avec un modèle social et qui vont passer
un paradigme différent qui est propre au champ de la santé. Et c'est aussi là où, je ne dirais pas que c'est une crise identitaire, mais en tout cas, ça demande une certaine mutation, une certaine agilité de ces professions. Donc la Haute Autorité de Santé, quelle place elle a actuellement? Elle en a 4 principales. Donc elle se trouve, pardon, à l'interface avec les usagers, donc pour renforcer leur capacité à faire des choix. Et notamment, on a eu des recommandations de bonnes pratiques là de la Haute Autorité de Santé pour le trouble du développement intellectuel en 2022, qui a été en FALC, par exemple. Et donc là, ça montre cette mission-là qu'a la HAS, que ce soit accessible aussi pour les usagers. Sur les décideurs publics, et on va voir sur l'éclairage des décisions, on va en discuter après, parce qu'il y a plein de pratiques qui sont recommandées, mais qui ne sont même pas remboursées par les financeurs. Donc comment on fait? Quelle place on a? Parce que des fois, on va pallier la place d'un autre professionnel, tout simplement parce qu'il n'existe pas ou parce qu'il n'est pas dans les moyens sociaux de la personne accompagnée. Auprès des professionnels, donc nous, savoir un peu plus comment s'adapter, organiser le soin, prioriser, etc. Et puis, sur les remboursements, pour, les industries en santé et là, par exemple, il y a peu, avec, sollicitation, pour avis éthique des conseils nationaux professionnels, on a validé, par exemple, l'analyse chromosomique sur puce à ADN en contexte postnatal pour les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement et donc ça pose certaines questions, mais ça permet aussi de mettre dans le droit commun, certains dispositifs. Alors, hop là. Donc ces missions, on va accentuer surtout les points autour d'évaluer et recommander. Donc évaluer des dispositifs médicaux, des actes professionnels et recommander des bonnes pratiques aussi sur le plan de la santé publique et des schémas vaccinaux. Donc sur le plan d'évaluer, l'évaluation, elle est médicale et économique. Je vous ai parlé de certains actes comme l'analyse chromosomique sur puce ADN, mais c'est aussi des actes moins invasifs et de l'ordre de ce qui peut se faire dans le secteur médico-social. Ça permet d'éclairer le décideur sur certaines possibilités. J'aimerais du coup vous donner un point de focus sur un aspect, donc, que je disais tout à l'heure, une grande partie des actes recommandés dans l'évaluation ou l'accompagnement de la personne TED ne sont pas remboursés. Et donc, ça aussi, c'est un levier qu'on peut aller chercher auprès de la Haute Autorité de Santé. Les évaluations des capacités adaptatives en ville, les évaluations cognitives, ergothérapiques, sur le plan psychomoteur aussi, toutes ces évaluations, si vous êtes en ville, à part si vous avez un forfait spécifique, vous n'y avez pas accès. Donc, quid, par exemple, des adolescents actuels de 12 à 16 ans qui ont besoin d'une évaluation fonctionnelle. Mais il en est de même aussi sur les accompagnements, certains soins aussi sont pourtant recommandés, certains programmes, même les programmes d'entraînement aux habiletés parentales, et ils ont un coût quand ils sont faits en ville. Et donc, il est possible de solliciter la Haute Autorité de Santé pour faire valider et rembourser ces actes. Maintenant, le point le plus dur, recommander, c'est quoi? C'est une proposition du coup développée qui est méthodique pour aider les professionnels de la personne accompagnée à rechercher les soins et accompagnements les plus appropriés. Ça demande une certaine analyse avec différents points à déterminer, ce qui est approprié et ce qui n'est pas ou plus approprié, ce qui est démontré ou pas, ce qui reste aussi à sujet à controverse. Donc, ces recommandations de bonne pratique, elles n'ont pas vocation à émettre qui fait quoi, mais bien ce que l'on doit effectuer dans une situation donnée. Et donc, on n'a toujours pas d'éléments de réponse sur qui va faire quoi et comment on va s'y retrouver en tant que professionnel. Elles n'ont pas non plus la vocation de décrire l'ensemble d'une prise en charge, mais plutôt de voir les points d'amélioration. Et elle va se baser sur les différentes études observationnelles et interventionnelles qui impliquent la personne humaine. Et en absence d'études, il va y avoir ces fameux accords d'experts qui constituent le groupe de travail. On va en parler juste après dans la méthodologie. Et ça ne doit jamais se dispenser de l'avis des professionnels par rapport au terrain. Et c'est une évidence que dans certaines études observationnelles, avec
par exemple, une sélection d'un échantillon hyper propre qui ne représente pas les personnes qu'on va accompagner dans la vie réelle, il va falloir réajuster. Hein. Vous avez, par exemple, des enfants qui présentent à la fois des troubles du neurodéveloppement, mais aussi des troubles mentaux. Ou, par exemple, dans le cas d'enfants, moi je travaille dans le médico-social, en banlieue, où il y a une population où se mêle la clinique du trouble du neurodéveloppement avec parfois des traumas complexes, parfois des troubles réactionnels de l'attachement, des inhibitions du contact social. Et donc, du coup, il y a ces deux cliniques. Alors, il faut avoir une approche différentielle précise, mais qui vont s'entremêler et qui ne se retrouvent pas forcément dans les études interventionnelles et observationnelles parce qu'il y a certains biais de sélection. Donc, ça n'empêche pas qu'il faille que le professionnel ait un moment, un certain discernement et bien comprendre la littérature qui est émise. Les objectifs de ces recommandations, ils sont diverses et ils permettent de prendre les bons choix, d'homogénéiser les pratiques, hein, ce qui, pour rassurer les professionnels, ça ne veut pas dire d'uniformiser, hein, c'est homogénéiser, c'est de faire en sorte que toutes les possibilités de soins et d'accompagnement optimal soient données à chacun et de faire en sorte que le parcours de santé ou de soins soit le plus fluide possible. Donc, on est sur une pratique EBP. Donc, c'est aussi ça, ce changement de paradigme. On est sur un point qui va concerner, même dans la façon dont est fait la recommandation de votre pratique, le premier trépied, donc les données probantes issues de la recherche, avec sélection d'articles, etc. Les données liées à l'expertise professionnelle de terrain, il faut aussi des aspects expérientiels, hein, et tout ce qui est autour des valeurs, de l'autodétermination, de l'acceptation, même culturelle, des personnes accompagnées. Et ça, c'est comme ça qu'est réfléchi l'ensemble de ces recommandations. Avec une gradation par preuve, on ne va pas faire de focus sur les différents niveaux de preuve, parce que ce n'est pas l'objet, mais juste dire qu'il y a des points où justement le groupe de travail que je vais vous évoquer juste après va être important, parce qu'il y a certains points où il y aura besoin d'un accord d'experts, donc souvent il y a écrit AE entre parenthèses, et donc là c'est quand 80% du groupe de travail est d'accord sur une pratique et qu'il n'y a rien dans l'état des lieux de la recherche, dans l'état de l'art, ou pas de choses précises. Le point de départ de ces recommandations, la note de cadrage, elle est effectuée sur saisine, donc d'une société savante telle que les conseils nationaux professionnels. La HAS peut faire une auto-saisine également, et par des organismes concernés, ça peut être aussi par des organisations d'usagers. Par exemple, c'est le cas pour les recommandations du TDAH là, qui vont paraître. Donc, on va voir hein, dans ces points de faiblesse de cette note de cadrage, il y a aussi la question de quid de quand il n'y a pas de conseil national professionnel, quid de quand les associations d'usagers ne sont pas organisées suffisamment bien. Donc, elle sert de cette note à délimiter le thème, définir les questions, la population concernée, les professionnels concernés, et puis après, de pouvoir composer qualitativement et quantitativement les deux groupes dont je vais vous parler maintenant. Le premier, le groupe de travail, à peu près une vingtaine de personnes, représentatives des domaines professionnels et des différents courants. Hein, là, on est sur la partie un peu plus expertise de terrain. On ne va pas mettre de côté certains professionnels dès le début. On essaie de voir par rapport à l'offre d'accompagnement, quels sont les professionnels qui ont pour habitude d'accompagner ces personnes-là, et on constitue un groupe d'experts. Et ensuite, sur le groupe de lecture, une centaine d'experts et aussi des représentants d'usagers, pardon, qui sont proposés par ces grosses associations et aussi par les conseils nationaux professionnels. Le groupe de travail peut aussi dire, bah voilà, on connaît tel expert, national ou international, qui pourrait être sollicité. La HAS peut aussi étendre. Hein, il faut savoir que ce groupe de travail, ce groupe de lecture, ça va être vraiment une sorte de méta, de voir un peu à une échelle plus extérieure si ce qui a été produit par le groupe de travail paraît pertinent, faisable. Donc, différents rôles sont distribués.
Donc, le premier groupe de travail qui va préciser les questions, commenter, argumenter, mais surtout rédiger les recommandations. Le groupe de lecture, lui, va venir apporter une expertise, donner une analyse critique, hein. Souvent, dans le groupe de travail, on a plus de professionnels de terrain, entre guillemets, représentatifs. Et dans le groupe de lecture, on a plus d'enseignants-chercheurs, de cliniciens-chercheurs, etc. Et qui quand même vont pouvoir dire s'il y a une lisibilité de l'extérieur, si c'est faisable et applicable dans la réalité du terrain. Le groupe de travail ensuite va reprendre ça et voir un peu ce qu'il est pertinent de garder après le groupe de lecture, et puis ça passe ensuite dans une commission. Donc, je vous ai mis des éléments pardon, de limite. Donc, le premier point que j'aimerais énoncer, c'est de nombreuses professions d'accompagnement, éducateurs spécialisés, pardon, assistants de service social, chefs de service, psychologues, ne possèdent pas de conseil national professionnel. Donc, il n'y a pas d'organisme qui va venir dire systématiquement, alors là, c'est dans son champ d'action et là, ça ne l'est pas. Ou dire un garde-fou, alors là, vous demandez un peu trop à cette profession, ça ne relève pas de ses compétences ou des activités habituelles. Donc, il y a pas cette relecture-là, hein, parce que je vous ai dit, hein, les conseils nationaux professionnels, nous aussi, on propose hein, des personnes pour pouvoir être relecteurs. Toutes les associations d'usagers et de professionnels, elles ne sont pas forcément structurées ou même éclairées sur cette méthodologie. Donc là, j'espère pouvoir expliquer un petit peu comment fonctionne l'édification et la publication de ces recommandations. Et du coup, ça fait des inégalités, même parfois par rapport à certaines pathologies, troubles. Alors qu'il y a des troubles pour lesquels les associations de parents ou d'usagers sont extrêmement organisées et d'autres où ce n'est pas forcément le cas. Les données du coup issues de la littérature scientifique ne correspondent pas forcément à un cadre d'exercice professionnel précis ou défini. Hein, on a beau faire l'état de l'art des choses, eh bien, quand on base sur les preuves le fait que tel outil serait sensible, fiable, avec toutes les variables métriques pour l'évaluation, ou que tel protocole fonctionne bien, c'est à part dans les recherches qui se développent d'ailleurs en soins, notamment paramédicales, on ne va pas vous dire bah, c'est l'orthophoniste qui le fait, ou c'est le psychomote qui le fait, ou c'est l'éducateur spécialisé qui le fait. C'est un protocole qui fonctionne. Le cadre d'exercice d'un pays à l'autre aussi, il ne va pas être le même. C'est-à-dire que l'occupational therapist du Canada n'a pas du tout la même formation, alors pas du tout, pas exactement la même formation, et pas le même nombre d'années de formation, ni les mêmes compétences que l'ergothérapeute en France. Pareil pour les PT, les physiothérapistes, etc., etc. Certaines professions, du coup, comme les professions de santé, sont réglementées par le biais de référentiels d'activité, de compétences et de formation, on va en parler après, et donc ont une sorte de cadrage un peu rigide défini par le Code de santé publique, alors que d'autres professions, justement, qui n'ont pas de conseil national professionnel pour la plupart du temps, n'en ont pas. Et donc, ça permet une souplesse à certaines professions d'adaptabilité, mais en même temps aussi, ça veut dire que peut-être qu'ils n'ont pas eu la formation nécessaire à la mise en œuvre de ces activités. Je vous ai sélectionné quelques exemples de recommandations et donc voilà, je vous ai mis la référence à chaque fois pour que vous voyez de quoi ça parle et de les prendre un peu brutes telles quelles et puis ensuite on va pouvoir les analyser. Là, sur la partie repérage et orientation sur les enfants vulnérables sur les troubles du neurodéveloppement, HAS 2020, vous avez l'évaluation motricité globale, parole, mémoire de travail, langage, etc. On remarque juste là que certaines de ces évaluations, donc elles sont par dimension, elles peuvent être réalisées par plusieurs professionnels. On va avoir de la motricité qui soit évaluée par un ergo ou par un psychomote, voire un kiné d'ailleurs, et de la mémoire de travail qui peut être faite par un neuropsychologue ou une orthophoniste, par exemple. Un autre point, sur les mêmes recommandations, sur la partie orientation liée au déficit, on va avoir certains déficits, certains troubles qui vont être attachés à plusieurs interventions possibles. Hein, on ne sait pas trop qu'est-ce qui définit
Pourquoi l'une et pourquoi l'autre? Parce que c'est un accord d'experts, donc du coup, ils se sont mis d'accord. Il y a pas d'éléments, ça veut dire, dans la littérature qui nous dit est-ce que c'est plutôt de l'orthopsie, est-ce que c'est plutôt de l'orthophonie, est-ce que c'est plutôt de l'oral? Et on voit bien que là, si on prend un focus, ne serait-ce que sur troubles du comportement, anxiété, inhibition, agitation, etc., on a sur le même plan un psychomotricien, un éducateur spécialisé, un psychologue ou un pédopsychiatre. Donc du coup, des professions qui n'ont pas du tout la même identité, professionnelle et des professions, qui n'appartiennent même pas au même corps, pour le coup. Un autre point des recommandations, donc diagnostic du TSA, HAS 2018. Là aussi, on va avoir des éléments, l'anamnèse développementale, les éléments du fonctionnement et ça va être la même chose sur ce diagnostic-là où, par exemple, les capacités adaptatives et l'anamnèse développementale, elles peuvent être faites par plein de professionnels différents. Moi, je vois bien, même sur certaines formations que je peux faire, la personne qui effectue l'anamnèse développementale, disons un psychologue, des fois n'a pas dans sa formation initiale et donc il doit apprendre à le faire, alors que par exemple les psychomotriciens, ça fait toujours partie de leur formation initiale. Et pour autant, ils le pratiquent pas forcément. Sur l'accompagnement de la personne TDI, là, on a un «summum» entre guillemets. On a sur la partie, communication, et habileté sociale, où on va mettre sur le même plan une orthophoniste, un psychomotricien, un ergothérapeute pour coordonner l'évaluation de la communication. Alors pour le coup, moi, j'ai fait partie de ce groupe de lecture. Je sais pour quelles raisons à peu près ça a été, rajouté. C'est par rapport à ce que je vous évoquais tout à l'heure sur les ressources humaines où il y a de moins en moins d'orthophonistes dans les établissements médico-sociaux. Il y a peu d'ergothérapeutes dans les établissements médico-sociaux qui accompagnent des troubles du neurodéveloppement. Et donc, du coup, la réalité de terrain, c'est que c'est souvent le psychomote qui se retrouve à faire ce travail-là ou le psychologue. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de Conseil national professionnel des psychologues, donc aucun psychologue n'a rajouté cet élément-là. Et donc là, on voit que sur certains accords, eh bien, il y a des petits trous dans la raquette, entre guillemets, dans les recommandations, même si il y a globalement des choses très bonnes dans les recommandations de bonne pratique, hein, comme son nom l'indique, mais il y a des points d'amélioration qu'on verra juste après. Autre élément qui est plutôt une recommandation INSERM, qui est issue de l'expertise collective INSERM 2019, où là, il y a un point et donc l'INSERM cette expertise collective va préciser les choses en 2021 parce que, il est énoncé que dans la deuxième phase diagnostique, c'est soit un psychomotricien, soit un ergothérapeute qui va faire ces évaluations standardisées et normées, pardon. Et puis ensuite, on nous dit, bon, chaque professionnel, psychomote, ergo, neuropsy, selon son domaine de compétence, va agir. Donc, en somme, on les met sur le même plan. Ils sont censés, si c'est l'un ou l'autre, ça veut dire qu'ils sont censés évaluer la même chose pour pouvoir aider au diagnostic médical. Et pour autant, ce sont des professions qui n'abordent pas l'évaluation de la même manière. Sinon, elle n'existerait pas de manière concomitante. Les référentiels métiers, donc vous parlez des professionnels de santé, donc comment sont édifiés les référentiels qui permettent la réglementation des actes, des compétences et de la formation. Donc, il va être rédigé des référentiels d'activité, donc les actes réalisés par le professionnel. Généralement, on prend toutes les recommandations et les conseils nationaux professionnels, les directeurs d'instituts de formation, les représentants de la profession et des étudiants vont se regrouper pour pouvoir dire ça relève de mon champ de compétences, ça non, etc., etc. Et il va pouvoir établir tout un référentiel de compétences qui permettent de pouvoir effectuer ces actes. Ensuite, il va pouvoir créer des maquettes de formation et pour pouvoir mettre en œuvre les enseignements nécessaires à l'émergence des compétences et des savoir-faire. Donc voici comment les référentiels métiers sont faits dans les différentes professions de santé et notamment dans les groupes dans lesquels moi je peux évoluer. Tout ça se trouve après en annexe du code de santé publique et donc demande à être acté par le gouvernement quand il y en a un, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais pour le coup, demande la place du pouvoir exécutif ensuite.
des exemples de problématiques. Donc, on va revenir sur les éléments que je vous ai énoncés avant, sur la mise en œuvre de certaines recommandations. L'activité, du coup, une activité qui est parfois non réalisée, on nous dit que pour le diagnostic de TSA, une évaluation des processus sensoriels, notamment dans son intégration. Ça permet d'établir le diagnostic, hein, deuxième ligne. On a d'un côté donc des professionnels qui sont ciblés, souvent les ergothérapeutes et les psychomotriciens, et quand on regarde leur plaquette de formation, les ergothérapeutes ont la présence d'unités d'enseignement sur l'accompagnement, la rééducation des troubles neurosensoriels, mais c'est peu défini dans la partie démarche d'évaluation et diagnostic ergothérapique. C'est-à-dire qu'il y a écrit évaluation des processus cérébraux du système nerveux et il n'y a pas d'aspect très très cadré sur l'évaluation des processus sensoriels. Et ces professionnels en plus sont peu présents des structures d'établissement du diagnostic du TND. Les psychomotriciens qui eux sont relativement présents dans ces structures de diagnostic de deuxième ligne. Donc, eux ont un référentiel de formation qui est obsolète et en plus de ça, qui est antérieur, en 1998, à la classification internationale du fonctionnement humain de l'OMS qui définit les différents, justement, processus développementaux qui permettent des activités et telles que écrire, s'adapter à son environnement, etc. En résultat, on voit une certaine confusion entre processus sensoriel et comportement observable, et on a des professionnels qui vont établir un diagnostic à partir d'un profil sensoriel qui évalue le comportement observable et non pas le processus sous-jacent. Ce qui apporte certaines confusions dans l'accompagnement derrière, car ça ne s'accompagne pas du tout de la même manière. Et également des interprétations sensorielles sur un comportement atypique en dehors du TSA. C'est-à-dire des professionnels qui vont évaluer à partir d'un profil sensoriel un enfant qui se balancerait, ça se trouve, parce qu'il a des traumas complexes ou un trouble réactionnel de l'attachement, par exemple. Et donc, l'accompagnement et même l'élément déclencheur qui serait sensoriel chez un TSA ne sera pas le même et qui est davantage situationnel et relationnel pour le cas du trouble réactionnel de l'attachement. Un autre exemple, cette fois dans des compétences d'évaluation communes, on va avoir dans le diagnostic de TDC, ce que je vous disais tout à l'heure, des professionnels ergothérapeutes qui vont davantage, hein, notamment évaluer la motricité sur un accent de la dimension écologique, hein, des facteurs environnementaux et de l'adaptation à l'environnement, et des psychomotriciens qui vont regarder davantage les aspects développementaux. On a eu un cadrage là, qui a été refait par l'expertise collective INSERM pour dire que les deux sont importants. Et donc, cette confusion, elle était aussi si on lit les recommandations rapidement, les premières, elle est aussi apportée par cela. Et eh bien, on avait des psychomotriciens qui parfois évaluaient que les processus cognitifs et moteurs, hein, du coup plus développementaux, entre guillemets, et des ergots qui n'évaluaient que les habiletés motrices. Donc, l'habileté motrice, un comportement observable sous effet d'apprentissage, et donc sur la capacité d'apprentissage moteur. Et il se trouve que ce trouble concerne à la fois des aspects de dysfonctionnement des processus, mais aussi un défaut d'apprentissage moteur, c'est deux critères diagnostiques différents. Donc, on se retrouvait avec quelque chose de déséquilibré dans les évaluations. Sur les dysgraphies, 3 professionnels ciblés ici, où vous avez par exemple les orthophonistes qui vont évaluer le langage écrit, la composante syntaxique et orthographique dans les processus cognitifs associés à l'écriture, le psychomote, la composante graphomotrice et les processus cognitifs aussi, et l'ergothérapeute, en plus des processus cognitifs, il va évaluer des aspects d'habileté motrice, que je disais tout à l'heure, sur la dextérité manuelle notamment. Au sein des TND, donc l'écriture, elle est souvent impactée. Il y a beaucoup d'études dessus, sur le fait que la qualité et la vitesse d'exécution, elle peut être impactée dans beaucoup de troubles du neurodéveloppement, mais pour des raisons différentes, avec des natures différentes, hein. On fait un BHK, test de dépistage, on le voit chez beaucoup de TND. Par contre, ça ne nous dit pas de la nature. Et donc, est-ce que c'est une composante graphomotrice qui a eu des conséquences sur l'écriture sur le plan syntaxique et orthographique, hein? Je n'arrive pas à écrire, donc du coup, pour le coup, je vais oublier des éléments dans mon schème moteur. Ou est-ce que j'ai
un surcoût cognitif tellement important parce que j'ai des difficultés dans les aspects syntaxiques ou orthographiques que je vais avoir des conséquences motrices parce que je vais être en surcoût cognitif. En dehors de ça, est-ce que c'est pas une difficulté de dextérité manuelle un peu plus globale, entre guillemets, pour rentrer dans le truc du développement intellectuel, par exemple, qui va impacter notamment l'écriture, mais la plupart des dextérités. Et donc, la diminution des orthophonistes, par exemple, dans les établissements médico-sociaux, fait que on va avoir des grosses difficultés à avoir cette approche différentielle dans les IME, les CESAD, les ITEP, par exemple. Et le coût important des soins psychomoteurs, mais aussi ergothérapiques en ville, rendent difficile l'approche différentielle aussi quand on se retrouve dans la médecine de ville. Vous énoncez donc les leviers que moi j'ai repérés, donc pour terminer, donc 3 types de leviers. Le premier dans la formation continue, le DPC et la formation continue des professionnels d'accompagnement et de leurs dirigeants, donc de pouvoir s'appuyer sur les professions qui ont une obligation de DPC, mais aussi pour les autres professions, de pouvoir avoir une évolution professionnelle pour améliorer l'accompagnement et être au clair sur qui fait quoi et les coopérations qui existent. Et il y a des formations là-dessus. La formation continue sur la mise en place, par exemple, de la certification périodique, mais ça ne concerne que les professions à ordre, qui ont une obligation pour continuer à exercer, de continuer à se former. Et en parallèle de ça, les orientations prioritaires et les recommandations qui sont définies par les conseils nationaux professionnels. Donc, ça ne concerne pour le coup que les professions qui ont des conseils nationaux professionnels. Le deuxième type de levier, de pouvoir continuer les ingénieries et réingénieries de formation initiale. Il faudrait donc, c'est un travail fastidieux, mais il faudrait que ça puisse se faire de manière continue pour pouvoir répondre aux enjeux qu'ont nos professions d'accompagnement. Et le fait d'avoir une communication permanente entre les organisations de formation initiale, les conseils nationaux professionnels, les représentants professionnels et étudiants, pour que même s'il n'y a pas de réingénierie qui soit faite, eh bien que les organismes de formation puissent continuer à distiller des éléments et pouvoir avoir certaines souplesses pédagogiques et une évolution de la formation en fonction des problématiques de terrain. Sur le dernier point, d'avoir en tête que l'incorporation de l'ANESM par la HAS, elle pose la question aussi d'une homogénéisation des pratiques de formation dans les formations non réglementées. C'est-à-dire que est-ce que ça ne pose pas la question de est-ce que la formation d'éducation spécialisée, la formation de psychologue, par exemple, qui veut travailler auprès de personnes dans le champ de la santé, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour que au moins certains blocs de compétences et certaines activités soient permises par l'enseignement dans toute la France? Sur le plan organisationnel, enfin, donc une compréhension des points de complémentarité et des compétences de chaque professionnel à chaque étape de l'accompagnement est essentielle dans les établissements et les structures pour pouvoir bien repérer ces éléments de jonction, entre guillemets, et l'endroit où je m'arrête et l'endroit où je commence. Et ça dépend de chaque structure parce que c'est en fonction des ressources humaines que l'on a. De prôner une compréhension biopsychosociale et développementale de la personne avec des professionnels support, presque pour ma paroisse, mais par exemple des coordinateurs de parcours de soins, mais qui ont pour rôle une sorte d'expertise et ne basculent jamais dans la surspécialisation. Et ça va avec de pouvoir s'appuyer sur des modèles qui sont transversaux, internationaux et écologiques en santé, comme la classification internationale du fonctionnement humain, la CIM de l'OMS. Je ne prône pas, par exemple, l'utilisation du DSM-5 révisé. Pour quelles raisons? Parce qu'on est sur une vision assez étriquée de la santé qui est biopsychosociale. On est sur la catégorie qui correspond à la CIM 11 numéro 6, troubles mentaux, neurodéveloppementaux et comportementaux, alors qu'il y en a 26 des catégories. Sachant que le DSM-5 révisé, par exemple, ne parle pas du contexte syndromique des TND, par exemple. L'anomalie de développement, catégorie numéro 20.
Donc, on est sur un aspect beaucoup trop restreint des pathologies quand on utilise un manuel qui est uniquement ciblé, mais aussi dans le fonctionnement humain, d'avoir une compréhension écologique, c'est-à-dire un fonctionnement étant en lien aussi avec ce qui est permis par des facteurs environnementaux et puis l'autodétermination de la personne accompagnée. Et enfin, de pouvoir s'appuyer donc au sein de la DGOS, encore une fois, je prends un peu pour ma paroisse, mais en tous les cas, de se dire que les personnes au conseil des professions paramédicales, eh bien, nous, quand on conseille le ministère de la Santé, qu'on ait cette compréhension à la fois du terrain et des aspects globaux en santé, mais aussi une compréhension des aspects réglementaires, mais aussi des données issues de la recherche et de l'évolution qu'a les études interventionnelles et observationnelles. Donc voilà pour le propos que je voulais vous énoncer et je vous remercie de m'avoir écouté. Eh bien, merci beaucoup, Anthony, et félicitations. C'était un challenge vraiment pas facile à tenir de parler de ce sujet-là. Merci beaucoup. Je laisse un tout petit moment un peu de flottement parce que si des collègues veulent réagir, te remercier dans le chat, ils peuvent. Ouais, c'est un sujet qui est vraiment pas simple, dont on a discuté ensemble à quelques reprises, donc on s'est dit qu'on allait se lancer sur un 30 minutes avec. Donc, merci d'avoir proposé ton élément de réponse, puis aussi nous avoir éclairé un petit peu sur la façon dont aujourd'hui les instances publiques essayent d'y répondre. Et moi je me rappelle que j'ai été touché par des collègues qui des fois m'ont dit, je me rappelle d'ailleurs en particulier d'une collègue psychomotricienne dans un IME qui était parti dans un challenge de certification qualité dans une démarche autisme. Et du coup, elle avait dû apprendre tout un ensemble de nouvelles compétences, notamment sur un plan éducatif, s'adjoignait à son travail de spécialiste de la motricité chez ses enfants. Et un jour, elle m'a dit, je trouve ça super intéressant, mais je ne sais plus qui je suis professionnellement. Voilà. Je trouve que c'est et je pense qu'il y a pas mal de témoignages aujourd'hui de collègues qui vont un peu dans ce sens-là, en particulier en institution. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez donc poser des questions à Anthony Sauter. Nous, avec Marie, on a aussi des questions à te poser. Mais le jeu, normalement, c'est que c'est plutôt la salle qui pose des questions. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et je pense que vraiment toutes les questions sont bonnes à poser, en particulier sur cette thématique. On a une première question d'Audrey Maire qui demande une question un peu pratique. Dans les groupes de travail, alors j'imagine en particulier au HCPP, est-ce qu'il faut un minimum ou un maximum de personnes pour que ces groupes de travail soient valides? Ah. Alors, si on parle de la HAS, je vais répondre pour les deux. Si on parle de la Haute Autorité de Santé, eh bien, c'est défini sur le plan qualitatif et quantitatif. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de personnes et un certain nombre de professionnels qui doivent faire partie du groupe de travail. Et le travail du chef de projet, c'est d'aller chercher à chaque fois. Sur le groupe de travail, par exemple, où moi je vais être aussi sur les réingénieries de formation ou sur les aspects de réglementation, eh bien, c'est à nous de constituer les groupes de travail avec des représentants à la fois enseignants, des représentants étudiants, des représentants de terrain, des représentants un peu plus syndicaux, etc. Et ça va être défendu par des représentants qui sont nommés au ministère ou au conseil des professions paramédicales. Donc, pour le coup, moi, j'ai un arrêté ministériel qui me donne légitimité à pouvoir conseiller après avoir entre guillemets, consulter ma base. Donc après, on n'est pas obligé de le faire, hein. Mais pour des raisons éthiques assez évidentes, moi, je le fais et j'intègre ces différents groupes de travail pour pouvoir faire au mieux. Et d'ailleurs, là, mon sujet aussi, c'est de faire de plus en plus de formation initiale et de formation continue pour avoir les retours que tu donnais, Antoine. C'est-à-dire que comment ils le vivent. Et il y a même des étudiants, moi j'ai entendu, ils arrivent en formation initiale, ils m'ont dit, bah, en fait, c'est pas ce qu'on m'avait vendu. Parce qu'en fait, j'ai fait un stage quand j'étais au lycée ou que j'ai entendu parler de la formation. Et bah, j'avais pas l'impression que c'était ce métier-là, aussi normé, aussi réglementé, avec tous ces aspects-là. Là, il y a un étudiant que j'ai dû voir, par exemple, parce que il parlait du fait que bah, je me pose encore la question si je vais baser sur les preuves mon travail.
Eh ben, tu fais partie d'une profession réglementée, tu vas exercer dans des organismes réglementés. A priori, bah, cette question, tu as le droit de te la poser, mais tu te la poseras moins après ou différemment. Voilà. Super, merci beaucoup. Nathalie Mazocco te dit merci pour l'engagement au nom des usagers et des professionnels, déjà. Et une autre question de Françoise Rouinjard. Comment favoriser l'articulation et la fluidité de la communication entre les professions médicales et paramédicales et les professions telles que les job coachs spécialisés en autisme qui se réfèrent également aux recommandations de bonnes pratiques pour leurs accompagnements socio-professionnels auprès de personnes autistes? Ok. Alors, comment les accompagner? Alors, bah, déjà, de manière générale, il y aura toujours la formation continue et le fait, quand on est en formation continue, de rencontrer d'autres professionnels et de pouvoir réfléchir à ces coopérations. Et alors, moi, dans mon travail en tant que coordinateur de parcours, il y a le fait de créer des espaces de rencontre et que chacun puisse présenter aussi sur quoi il se base et ce qu'il fait, et pour pouvoir délimiter ce que fait chacun. Il y a la réalité du terrain, des fois, c'est pas possible. Donc, c'est moi qui prends un temps avec chacun et qui après fait le protocole en disant, bah, toi, tu peux te charger de ça. Et c'est pas toujours évident hein, parce qu'il y a par exemple, des neuropsychologues qui vont me dire dans mon équipe pourquoi c'est la psychomotricienne qui travaille sur les fonctions exécutives, alors que bah, clairement, voilà, pouvoir justifier, alors c'est assez technique, mais devoir dire là, c'est plutôt des fonctions exécutives chaudes qui sont en difficulté. Ça, c'est plutôt dans un cadre relationnel. Donc, ce serait intéressant que ce soit la psychomotricienne parce qu'elle a aussi cette compétence de mettre des mises en situation dans des groupes d'habileté sociale, par exemple. Et dans une autre situation, bah, je suis d'accord avec toi, c'est de l'ordre de ta compétence et donc il y aura peut-être un travail de remédiation cognitive pour un autre enfant. Enfin, pour les professions médicales et paramédicales, les CNP, donc les conseils nationaux professionnels, édite tous les 3 ans des orientations prioritaires et notamment, on en a édité il y a peu pour les psychomotriciens sur les troubles du neurodéveloppement et l'évaluation justement, ces points que je vous disais sur examen des processus, examen des comportements, etc. Mais aussi, il y a des orientations plus globales où il va y avoir sur les troubles du neurodéveloppement, c'est une orientation prioritaire. Quelle est la place du médecin pédiatre? Quelle est la place du pédopsychiatre? Quelle est la place du psychomotricien, etc., etc. Et ces DPC, pour les professions à ordre, médicales notamment, ils ont l'obligation d'en choisir et d'en faire en lien avec leur CNP. Ils doivent faire une formation prônée par le CNP, entre guillemets, tous les 3 ans et une autre qu'ils ont choisie. Et au bout de 6 ans, avec la certification périodique, s'ils ne les ont pas fait, eh bien, ils vont perdre le droit d'exercice à terme. Donc voilà, tout simplement. Donc il y a ces éléments de réglementation qui fait que ça contraint de plus en plus les gens, mais la plupart des professionnels qui font ce travail, c'est plutôt une opportunité, hein. Ils ont des formations qui sont remboursées, basées sur des preuves, etc. Mm. Merci Anthony. Vanessa Morel nous dit bonjour. Y a-t-il des médecins généralistes intégrés au groupe de travail? Car sur le terrain, elle s'aperçoit que bien souvent, ils ne savent pas où diriger les familles pour le diagnostic. Si on parle des groupes de travail HAS, la réponse est oui, on en cherche. L'autre point, c'est que je pense qu'on a demandé beaucoup aux médecins généralistes ces dernières années. Il faut savoir aussi qu'il y a eu plusieurs réformes de la formation des médecins généralistes, hein. Ceux plus âgés n'ont fait, entre guillemets, hein, que 6 ans d'études et n'ont pas eu autant de temps de formation que ceux qui sortent là, qui vont peut-être même passer à 10 ans bientôt. Mais en tous les cas, dans les groupes de travail HAS, il y a une représentation, donc il y a des médecins généralistes, mais est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce que c'est leur priorité? Parce que nous, on est centré sur le TND et c'est un point important et pour le coup qu'on prône, mais le médecin généraliste, il a les affections de longue durée, les maladies chroniques de la personne âgée, il a la coordination dans des situations complexes, etc. Donc, il est possible que malgré cette obligation de formation, eh ben, il n'a pas choisi de faire la formation de TND. Après, il y a la délégation interministérielle met des formations gratuites, par exemple, pour les aider, pour les accompagner.
Mais il y a, pour répondre à la question concrètement, il y en a. Est-ce que ça a un impact sur le terrain? Peut-être pas suffisamment. Est-ce qu'on doit en demander peut-être moins aux médecins généralistes qui doivent pallier tous les trous dans la raquette? Peut-être aussi. Super, merci beaucoup. Question de Marine Grondin. Dans le contexte actuel, coordination, dispositif, compétences, etc., le professionnel doit-il procéder à un virage identitaire ou se positionner dans son corps de métier? Je trouve que c'est Hmm. une question. Alors, je pense que, on va aller sur des aspects un peu plus existentiels, mais dans l'identité, il y a un socle, il y a des caractéristiques un peu idem, et il y a des aspects sur lesquels on peut évoluer dans ses actes et dans ses compétences. Et je dirais que c'est une réponse un peu entre deux. C'est que il y a des aspects sur lesquels on ne doit pas déroger, et d'autres aspects que notre paradigme doit incorporer. Si je vous donne l'exemple, par exemple, des psychomotriciens, qui, pour le coup, est un bon exemple parce que ils n'ont pas eu de réingénierie de formation. Donc, pour le coup, eux, entre leur identité initiale et ce qui est demandé sur le terrain, il y a un gap. Donc, pour ça, ce que dit le Conseil national professionnel, c'est que le psychomotricien, il évalue les synergies entre le fonctionnement cognitif, sensoriel et moteur et sa répercussion d'un point de vue de l'environnement matériel et humain. Et à partir de ça, il l'accompagne sur quelque chose qui est centré sur le processus. Alors que en vue de l'activité, bien sûr, mais qui est centré sur le processus. Et pour l'ergothérapeute, ça va être une démarche inverse. C'est-à-dire qu'il a les mêmes processus à évaluer, mais pour le coup, lui, ce qui va l'intéresser, c'est plutôt l'activité et comment je vais réadapter, etc. Et donc, du coup, on a des professions qui sont plus de l'ordre de la réadaptation, d'autres plus de la rééducation, d'autres de la remédiation, d'autres de la réhabilitation. Et tous ces termes qui sont dans les sciences de réadaptation et de rééducation notamment, mais aussi dans les accompagnements, ils ont un sens identitaire. Et donc, se dire que ma place initiale, elle est là, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas intégrer des nouveaux éléments pour pouvoir mieux définir ma place. Et ne pas trouver la place de quelqu'un d'autre. Merci Anthony. Nathalie Mazocco te demande comment être tenu régulièrement informé en tant que professionnel des diverses orientations, des recommandations. Se tenir informé auprès de tous ces organismes n'est pas toujours évident quand on est sur le terrain, c'est-à-dire auprès des usagers. Eh bien, c'est un travail de veille documentaire. Donc, la Haute Autorité de Santé le fait très bien. C'est assez ludique. Vous allez sur le site de la HAS, je fais de la pub pour la HAS depuis tout à l'heure. Vous allez sur le site de la HAS. Ah, c'est un organisme à but non lucratif, donc ça va, ça Ouais. passe. Vous allez sur le site de la Haute Autorité de Santé, vous allez sur, je crois que c'est une petite enveloppe, vous mettez alerte et après vous allez définir soit par domaine, soit par population, soit par type d'acte, ce sur quoi vous voulez avoir des alertes. Voilà. La veille, c'est l'inverse de la recherche, c'est vraiment avoir des éléments qui viennent à vous. Donc pour la chasse, c'est assez simple. Pour, les évolutions législatives, là, il faut suivre les bonnes personnes, les personnes qui font partie de l'établissement de ces recommandations, les organisations de représentation. Voilà, pour pouvoir être au courant. Mais de toute manière, le but de la Haute Autorité de Santé, c'est qu'il y ait une traduction légale de ce qu'elle fait. Et inversement, l'État, pour le coup, peut mettre en place des politiques publiques et demander à la HAS d'établir de quelle manière ça doit se faire et avec quel acte. Donc, c'est concomitant. Voilà. Système d'alerte sur la Haute Autorité de Santé avec un système par empilement. Cliquez pas tout, parce que sinon vous allez avoir trop de trucs. Mais pour le coup, c'est vraiment bien fait c'est un des outils de veille, je trouve, les mieux faits par rapport à d'autres. Sur PubMed et Scholar, c'est plus compliqué. Ouais, ok. Anthony, en attendant que un ou une autre collègue relance une question de la salle, on avait envie de te demander avec Marie, comment c'est que tu voyages beaucoup également à titre professionnel? Est-ce que tu as une idée, c'est une question qui est peut-être pas simple, hein, mais est-ce que tu as une idée si ces problématiques identitaires peuvent se poser à l'étranger dans le recoupement des compétences de métier? Ah, Parce que les métiers sont différents. oui. Est-ce que tu as une représentation de ça?
Alors, je dirais que déjà, d'une part, moi, je vais dans certains pays qui sont de toute manière assez démunis en termes de ressources humaines. Ces questions se posent. Peut-être euh, laisser que tout le monde puisse se représenter. ah, d'accord. Je vais soit en Tunisie, au Maroc, en Roumanie. Là, dernièrement, je suis parti au Togo et en Inde également. C'est les pays sur lesquels j'ai le plus travaillé en tous les cas, en termes de coordination de parcours, par exemple, de l'enfant vulnérable, que ce soit TND ou autre d'ailleurs. Et donc, dans ces pays-là, ce que je dirais, c'est que la problématique, elle se pose quand il y a justement des bénévoles, des volontaires qui viennent et qui se rendent compte que certains champs d'exercice ont été pris par d'autres professionnels pour pallier justement à ces problématiques-là. Et après, l'endroit où ça a été très particulier, un pays que j'ai pas cité, où j'ai exercé, c'est à l'île Maurice, où c'est un pays à cheval entre un fonctionnement anglophone et francophone. Et il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, les occupational therapists, les physiothérapeutes, enfin, ils n'ont pas du tout la même place et ni non plus les mêmes paradigmes, la même façon d'entrevoir la santé. Et par exemple, psychomotricien, ça n'existe pas ou très peu dans ces pays-là. Et donc, à l'île Maurice, eh bien, il y a une sorte de réorganisation où il y a des aspects qui sont propres que aux psychomotes, c'est-à-dire les approches sensorielles, alors que dans la plupart des pays, ça peut être très bien un ergothérapeute qui peut le faire ou autre, hein. Et d'autres approches qui vont être de l'ordre plus rééducatif, qui vont être faites que par les ergots, voire les kinés. Donc, effectivement, dans les pays où j'ai pu aller, la question se posait de cette manière-là. Et puis après, je fais du consulting pour des pays. Par exemple, là, j'ai eu une demande du Luxembourg pour leur ingénierie de formation. Eh bien, la question aussi se pose et on est sur la même chose qu'en France, dans le sens où il y a la guerre entre les paramédicaux et les rééducateurs de moi je fais ça, toi tu fais ça. Enfin, on va parler concrètement, hein, c'est que dans la coopération interprofessionnelle, il y a des professionnels dans beaucoup de pays, en France aussi, hein, mais qui n'ont pas compris qu'il y a des compétences qui étaient transversales parfois et des compétences qui étaient propres à une identité. Et que c'est plutôt une chance pour les personnes accompagnées d'avoir des compétences transversales parce que ça fait du langage commun et ça fait aussi de la souplesse quand il n'y a pas certaines professions. Est-ce que j'ai répondu à cette question très difficile ou pas? Ouais, bah, j'en ai encore une autre encore plus difficile, si tu veux. Ok. Oui, vas-y. Ouais. Puisqu'on murmure beaucoup qu'il y a des idées de projets de réingénierie de formation initiale. Alors, je ne veux surtout pas lui faire dire quelque chose qu'il n'a pas dit, parce que, en l'occurrence, ce n'est pas un message officiel, mais j'ai assisté à un speech officiel de Tien Po, qui est le délégué interministériel, Mhm. et qui parlait de la question des psychologues, parce que c'est vrai que l'évolution de l'ingénierie initiale des psychologues, elle est compliquée, en particulier parce que tu as très bien nommé sur le manque d'un représentant officiel, en tout cas de la corporation. Et du coup, il avait évoqué l'idée de créer un statut de psychologue TND. C'est une manière de répondre à la question. Alors, j'ai une première petite question, mais qui n'est pas simple. C'est est-ce que tu sais si ce projet-là a éventuellement une prise aujourd'hui dans des instances publiques ou pas? Et la deuxième, c'est est-ce que ce n'est pas le reflet du fait que ce qui est quand même particulièrement compliqué, c'est de pouvoir réformer je dirais la formation initiale. Est-ce que ce n'est pas un enjeu majeur finalement dans ces problématiques identitaires de pouvoir facilement concerner l'université et des écoles supérieures pour changer la formation des professionnels? J'ai l'impression que ça a l'air d'être assez compliqué. Il y a plusieurs questions dans ta question, mais je vais essayer d'y répondre. C'est c'est de ma faute, je l'ai un peu improvisé. Alors, pour le coup, sur l'aspect des ingénieries ou de réingénierie des formations initiales, il y a plusieurs ballons d'essai qui sont effectivement faits par la délégation interministérielle TND, mais aussi des consultations, hein, pour le coup, hein, qui sont faites. C'est difficile de répondre parce que si l'enjeu est d'uniformiser, de réglementer davantage les professions comme les psychologues autour des TND, ça veut dire qu'ils doivent devenir auxiliaires médicaux notamment.
Et donc, ça veut dire que les organisations de représentation doivent accepter d'être un paramédical. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas, en tout cas des échanges que j'ai pu avoir sur ce sujet-là. Et donc là, ça permettrait de créer un diplôme d'État. Après, il y a une autre chose, c'est que les professions de santé, pour la plupart d'entre elles, ont une égide DGOS, donc du coup de ministère de la Santé, et une égide aussi sur la formation de l'enseignement supérieur. Et donc, il n'y a pas beaucoup de ponts entre les deux. C'est des organisations qui sont lourdes toutes les deux et ont leur propre process, etc. Et donc, ça voudrait dire que d'abord, il faudrait créer un référentiel d'activité, ce serait facile de définir les compétences corrélées, mais qu'après, ça puisse se traduire dans l'enseignement supérieur et avec le système LMD et éventuellement l'universitarisation. Donc, on serait sur une certaine difficulté et en plus de ça, ça demanderait des textes de loi qui soient vraiment portés parce que là, alors sur ma connaissance législative, on est sur de la loi. Donc, du coup, il faut un gouvernement fort, une Assemblée nationale forte, ce qui n'est pas forcément le cas, pour porter une modification au projet de loi finance de la sécurité sociale, au PLFSS et sans que l'article 40 donc, soit demandé. Ce qui est, d'ailleurs, je vous ai parlé des bilans, par exemple, ergothérapie qui pourrait être remboursée. L'argument de l'Assemblée nationale, c'est que ça demande un surcoût par le PLFSS. Donc, du coup, ce n'est pas accepté. Il faut que le pouvoir le porte sur ce point-là. Et puis après, sur les points d'à côté, il y a plein d'autres choses aussi qui sont réfléchies sur le fait de pouvoir davantage modifier les plaquettes de formation des formations médicales et paramédicales. Et donc, les nouvelles ingénieries qui vont être faites auront pour vocation de se baser sur des compétences larges et adaptables pour pouvoir faire en sorte que le référentiel d'activité puisse évoluer facilement. Et donc l'idée, elle est sur la polyvalence, je dirais, sur des aspects de se dire que j'ai des compétences transposables et donc de pouvoir, voilà. Donc là, ça a été gelé par rapport à tout ce que je viens d'évoquer sur le plan gouvernemental, mais il y a un calendrier qui est fait là, de réingénierie des formations initiales, les orthophonistes, les psychomotriciens, les infirmiers, avec l'intégration de l'IPA aussi qui va être faite. Et, euh, et puis, euh, et puis après, je dirais que il y a aussi dans les ballons d'essai, il y a aussi de vouloir gagner de l'argent aussi, hein, de économiser. Il y a le côté pourquoi on fusionnerait pas? Là, les points que je vous ai dit, quand il y a des confusions, l'État, comment il réfléchit parfois, c'est ah bah pourquoi on fusionne pas tous les professionnels du TND? Bah, pourquoi il y aurait besoin qu'il y ait pourquoi il y aurait besoin qu'il y ait des psychomotes et des ergots? Donc, c'est là où nous, les représentants professionnels sur le terrain, on va dire non, non, mais en fait, c'est pas du tout la même profession. C'est vous qui imaginez ça avec vos indicateurs et vos process, mais on est sur des identités différentes. Super, merci beaucoup. On va devoir bientôt s'arrêter. Vraiment, merci parce que je trouve ça hyper intéressant que tu puisses partager tous tes savoirs autour de ça, tous ces éléments très théoriques des rapports de la HAS qu'on ne lit pas forcément tous. Et le relier avec la pratique du quotidien, où effectivement, dans les institutions, on se retrouve vraiment enfin, très souvent avec le contexte de ne pas avoir tous les professionnels dont on aurait besoin, de l'entrelacement des différentes compétences et de savoir un petit peu comment s'y retrouver dans tout ça. Et je trouve que ça permet, même si effectivement, il n'y a pas de solution claire et nette, il y a vraiment des pistes de réflexion autour de ça. Et c'est vraiment important, je trouve. Donc, merci beaucoup. Ouais, merci Anthony. Ah oui, alors le prochain 30 minutes avec. Le 17 octobre avec Emeline Lesec sur les troubles alimentaires de l'enfant à 12h30. Donc suivez-nous sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook pour avoir les dernières informations. Et nous vous annonçons également la survenue d'un événement le mardi 2 octobre de 20h à 22h. Nous organisons un web débat avec Franck Ramu, qui est chercheur et qui a publié beaucoup de recherches sur les écrans, et Jonathan Bernard, qui fait partie des co-auteurs du rapport de la commission gouvernementale sur les enfants et les écrans.
un web débat. Nous allons demander à plusieurs professionnels de composer un panel pour venir leur poser des questions sur cette thématique d'enfants écran le 2 octobre de 20h à 22h. On va le publier aujourd'hui, donc surveillez les réseaux. Super, merci beaucoup Anthony. Au revoir à tous. Ouais, merci beaucoup encore Anthony et à Merci encore à vous aussi.